Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir est toujours au rendez-vous lorsque nous vous savons très nombreux en train de suivre votre magazine Le Point. Le Point qui reçoit pour vous ce soir un habitué, M. Guillaume Anjolo, secrétaire général de l'ULDC, entendez par là l'Union des libéraux démocrates chrétiens. Bienvenue, M. Anjolo. Merci infiniment, M. Mboma. Votre parti politique est membre de la majorité parlementaire, mais depuis hier circule dans les réseaux sociaux une liste qu'on attribue au Centre de coordination des élections, la liste devait être remise à la CENI pour mettre ce nom dans le serveur afin que ces personnalités, 170 en total, puissent devenir députés nationaux. À quoi joue la majorité présidentielle? C'est une très bonne question, mais en même temps, elle pose un problème de crédibilité lorsqu'on commence à l'épuiser dans les égouts, les informations. Je souhaiterais paraphraser Umberto Eco, qui dernièrement a dit ceci. Les réseaux sociaux ont donné aux imbéciles la place, à une légion d'imbéciles, la place qu'ils ne pouvaient pas occuper. Avant, ils se rendaient au bar et discutaient, on pouvait les faire taire. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre de pouvoir mobiliser, y compris la collectivité, sur des choses essentielles. Ils ont même, en fait, on les situe au même degré qu'un prix Nobel. Et c'est très grave. Si, à une émission aussi importante que la vôtre, où on attend du sérieux, une perspective par rapport à la situation nationale, s'il faut que je puisse m'atteler à discuter sur ce qui se passe dans les caniveaux, dans les égouts, ça pose un problème. Ces documents n'ont aucune crédibilité. Moi-même, je suis membre de cette structure-là et tout ça, je ne suis même pas au courant de ce qui se passe. On reprend bout à bout des numéros de téléphone des gens et tout le monde y est. Majorité, opposition, tout le monde s'y trouve. Et la CENI ne fonctionne pas avec les numéros de téléphone. La CENI fonctionne avec les numéros des cartes d'électeurs. C'est ça l'identification directe par rapport au nom de quelqu'un. Dès que vous avez eu ça, vous avez compris tout de suite qu'il s'agit d'un faux grossier sur lesquels il ne faut même pas discuter, il ne faut même pas s'attarder. C'est donner de l'importance à cette série de personnages qui brillent par l'inculture, par la présentation y compris de leur forfaiture, avec une démarche tellement basse que ça ne nécessite même pas de pousser à parler, et c'est leur accorder un normal de crédit. Double nationalité, Moïse Katumbi aurait eu une nationalité italienne entre 2000 et 2017. Ça pousse, vous, de la majorité des jeter des pierres, et pourtant il était avec vous. Non, qu'on ne puisse pas confondre les choses. Il y a la loi d'une part, et puis il y a un comportement des uns et des autres d'autre part. C'est deux choses différentes. Qu'on ne mélange pas les choses. Vous posez une question sérieuse, mais il faut qu'elle soit assortie des principes qui gouvernent la question. Et quels sont ces principes qui gouvernent la question? Très bien. À travers le monde, il y a des pays qui ont adopté les systèmes d'avoir une multiple nationalité. Exact. Mais simplement, lorsqu'il s'agit de pouvoir gérer un national, il est régi par la loi nationale, par cette nationalité-là. C'est le cas, par exemple, pour la France, où la loi du FOR, F-O-R, s'impose à tout moment à ceux qui ont plusieurs nationalités. Il y a des pays qui ont opté pour la nationalité unique, qui est d'une jalousie absolue, qui ne peut pas être considérée en concurrence avec une autre nationalité. C'est le cas de la RDC. De la République démocratique du Congo. Il s'est fait simplement que la situation de 2006, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, on a découvert qu'un certain nombre d'acteurs politiques détenaient une autre nationalité. On a fait un moratoire là-dessus. Bien. Maintenant, il y a des fonctions particulières, comme celle du chef de l'État ou celle du Premier ministre, qui ne peuvent pas permettre ce type de situation. Ça peut arriver, au fait, au moment où quelqu'un est déjà en exercice, comme c'était le cas qui nous a été révélé par Olivier Kamitatou. Avec le Premier ministre Sami Badibanga. Mais il était le premier à dégainer. Voyez-vous, les retours des flammes. Il était le premier à pouvoir dire qu'effectivement, Sami Badibanga détenait la nationalité belge et par conséquent, il ne pouvait pas être à ces postes-là. Sami Badibanga s'est exécuté pour la rénonciation de cette nationalité-là. Très bien. Et il a fait la procédure auprès du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Puisque la procédure, ça doit se passer en ce moment-là et dans cette direction-là. Donc ce qui fait que la démarche était faite, notamment au Conseil des ministres, pour qu'il soit réhabilité dans la qualité des Congolais. C'est ça la démarche. Il y a un certain nombre de principes qui sont régis à la fois par la Constitution, mais mis en œuvre de manière précise par la loi du 12 novembre 2004. Puisque depuis la nouvelle Constitution, on n'a pas encore fait une loi organique mettant
en mouvement, en fait, organisant cette disposition-là de l'article 10, donc on se réfère toujours à l'ancienne disposition de 2004. Bon. Ici, on a une situation précise. Il y a un prétendant à la présidence de la République, mais il s'est fait simplement qu'il a sollicité d'obtenir la nationalité italienne à une période précise. Il l'a détenu pendant plus ou moins 17 ans. 17 ans, exact. Très bien. C'est son droit, on ne peut pas les lui refuser. Peut-être qu'il a profité de ces facilités du moratoire de l'époque, croyant que c'était éternel. Bon, maintenant, il s'avère qu'il a des ambitions, peut-être pour certains diraient démesurées, mais ces ambitions sont assorties d'un certain nombre de principes et de conditions, notamment celle de pouvoir dire les premiers citoyens ou prétendant être premiers citoyens de la République doivent avoir une seule nationalité. Qu'il ait été italien, ça ne pose aucun problème. Maintenant, lorsqu'on a fini d'être italien et qu'on renonce, donc en ce moment-là, on doit revenir vers la RDC pour dire voilà, je sollicite de retrouver ma nationalité congolaise. En ce moment-là, il y a une procédure qui doit passer par les conseils des ministres. Il y a une série d'éléments qui sont attestés dans la loi organique de 2004 qui précisent les conditions des recouvrements de la nationalité congolaise. Il s'agit simplement de ça. Il ne s'agit pas de « il était avec vous, il a fait… » Ça n'a rien à voir. On est dans la confusion absolue. On est dans la mobilisation du vent. Pourquoi faire sortir ce fait juste quand il n'est plus avec la majorité présidentielle? Mais non, il s'avère simplement que la détention dans la société italienne était connue quasiment de tous. Parce que quand il prend son avion, qu'il descend à un endroit ou à un autre, c'est quelqu'un qui a fait l'international sans cesse. Il se promenait avec cette nationalité italienne. Donc il exhibait un passeport italien. Mais il avait l'obligation. Il était gouverneur d'une grande province de la RDC. Au fait, on peut aussi, à son crédit, dire que d'autres les font aussi. Ça n'a pas un problème, au fond, parce qu'il y a eu un moratoire. Il avait été élu député national, député provincial, et par conséquent, il pouvait même bénéficier de ces moratoires-là. Bien. Maintenant, lorsqu'il y a des prétentions de pouvoir devenir chef de l'État, il doit se conformer à la première règle. Il faut être congolais à part entière. Or, il a été congolais avant 2000. Il a perdu la nationalité congolaise après 2000. Il veut la recouvrer après 2017. Il doit passer par la procédure. De la même façon qu'il est parti voir les Italiens pour leur dire que j'avais un père qui était d'origine italienne, et partant, j'ai droit de solliciter cette nationalité, il l'a obtenu. De la même façon, il peut revenir en RDC en disant, voilà, j'ai des attaches au niveau de la RDC. J'avais une mère qui était d'origine congolaise, partant, je sollicite de réintégrer ma nationalité. À ce moment-là, on dira, très bien, il n'y a pas de problème, faites la procédure. Parce qu'il y a un certain nombre de critères, notamment le domicile, les activités passées en RDC, il a tout ça. Tout ça. C'est pas une manière aussi de le mettre hors jeu? Non, je pense qu'on a trop joué avec On sait qu'il a des problèmes pour rentrer ici au pays, il est poursuivi, et en plus on lui ajoute ce problème de nationalité. Déjà, il est déjà non partant, non, vous ne trouvez pas? Non, mais les problèmes ne passent à ce niveau-là. Les problèmes au niveau que la loi fixe les conditions pour être candidat à la présidence de la République. On ne peut pas, au motif qu'il y a eu un combat politique, dénaturer la loi pour faire plaisir à quelqu'un. Non, ça serait une loi spécifique ou une disposition spécifique pour un individu. Aussi célèbre que soit cet individu, ça n'a rien à voir. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas été congolais. Je n'ai jamais dit ça, je ne dirai jamais ça. Ce monsieur a été congolais à un moment donné de son existence. Parce qu'on voit qu'il a fait une démarche, et on date la démarche. On dit que c'est à partir de 2000 qu'il accède à la nationalité italienne. Donc précédemment, il était congolais. Et j'ai vu la traçabilité de ses amis qui nous ont produit l'appartenance à une tribu importante, à une chefferie importante, tout ça. Très bien, ça ne pose aucun problème. On ne peut pas discuter de ça. Ça doit être vrai. Sûrement. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème est qu'entre-temps, il a perdu la nationalité congolaise en 2000 parce qu'il a sollicité cette nationalité. Parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Voilà. Maintenant, lorsqu'il doit revenir à la nationalité congolaise, qu'il fasse la procédure. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que dans ce pays, on a eu des gens qui ont eu beaucoup trop de facilité parce qu'ils étaient à une telle hauteur des responsabilités qu'ils marchaient sur la loi sans cesse. Et à un moment donné, ça vous rattrape. C'est ça, en fait, les principes juridiques. Ça vous rattrape. Et aujourd'hui, ces chers monsieur, célébrissime, milliardaire et tout ça, il fait face à des principes mais il n'est pas les seuls dans notre sphère politique ici. Il y a plusieurs qui jusque-là ont des doubles nationalités, mais ils sont ministres. Oui, mais je viens de dire ici, d'expliquer qu'il y a eu un moratoire
Et ces moratoires couvraient un certain nombre de personnages. Dans le moratoire, les personnes qui veulent briguer la magistrature ne sont pas concernées. Ah non, ils ne sont pas concernés. À la même enseigne, au fait, qu'on avait placé M. Badi Banga par M. Kamitatou Olivier du G7, qui est les proches des Katumbi. Et ça a bouleversé la situation. Lorsqu'il a déclaré ça en ce qui concernait M. Badi Banga, qu'a-t-il fait? Il a renoncé, il a fait la démarche de rénonciation en s'adressant aux instances compétentes, notamment les ministres en charge de la justice et garde des Sceaux, pour renoncer de sa nationalité belge et faire la démarche du recouvrement plutôt de la nationalité congolaise. Badi Banga, me semble-t-il, n'avait pas eu, pour ce que vous n'avez pas protégé, pour quoi que ce soit. Il a fait cette démarche-là. Et c'était public. En vertu de quoi ce cher monsieur ne peut pas faire la même démarche? Pourquoi lui aurait un régime particulier? Présentement, il réside en Belgique, mais il a même du mal à être reçu là-bas dans notre ambassade en Belgique. Oui, mais il va être reçu en tant que qui? En quelle qualité? Dernièrement, il était même allé demander le passeport. Mais il ne peut pas demander le passeport sans avoir fait la démarche de la réintégration du recouvrement de la nationalité congolaise. La différence entre certains et moi, c'est que j'ai dit qu'on doit regarder la science, interroger la science, ce que dit la loi, ce que dit le droit. Et c'est dans le monde entier comme ça. On ne sort pas d'une nationalité comme on ouvrait une porte et on rentre comme on l'avait ouverte. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sort de la nationalité en acquérant une autre nationalité. Il y a un principe pour y accéder. Donc directement, vous laissez tomber la nationalité. Vous laissez tomber dans les pays comme les nôtres qui ont vocation à pouvoir justifier une seule nationalité et pas deux. Et quand vous voulez réintégrer la même nationalité, donc la congolaise, vous devez faire la démarche adéquate, idoine, liée à nos textes. Il n'y a pas de passe-droit. Pour l'instant, j'ai dans ma famille beaucoup de Belges, beaucoup de Français qui ont perdu, pour certains, parce qu'ils sont devenus Français et Belges, la nationalité congolaise. Je leur dis et répète que vous n'aurez pas le choix, s'il faut revenir vers la nationalité congolaise, vous avez l'obligation de faire la démarche. Mon propre fils, alors que nous sommes, je peux le dire ici ouvertement, parce que c'est une réalité que j'ai vécue en RDC ici, demande les visas pour venir en RDC. Votre fils? Mon fils Manjolo Bouakila Kachi. Il demande les visas pour venir en RDC. Il s'avère simplement que ces fils dont je parle, son grand-père est signataire de l'acte de l'indépendance. Son grand-père fait partie des cessionnaires des terres à l'État indépendant du Congo. Donc je peux avoir des prétentions démesurées à ce niveau-là. Mais simplement, je me situe que face à la loi, j'ai dit, la loi m'exige de dire, votre enfant, bien qu'il ait un grand-parent, un des propriétaires terriens, un des signataires de l'acte d'indépendance, parmi les 44 qui ont signé, mon père a signé. Jonas Manjolo a signé. Donc, je peux avoir des prétentions démesurées, mais je ne peux pas me permettre. La loi me soumet à dire, il n'est pas congolais. Soit on fait des facilités à tous ceux qui sont porteurs du génome congolais, c'est tout à fait autre chose, soit on regarde seulement la loi. Pour l'instant, c'est seulement la loi. Ce qui fait que je me trouve devant la DGM avec un retard de 2 jours, parce que le visa a été terminé. On a eu un problème de véhicule au niveau du Kasaï, le visa était terminé, donc j'ai dû renégocier et payer les pénalités pour qu'ils puissent repartir. En vertu de quoi on ferait des exceptions, parce que certaines personnalités sont des milliardaires ou quoi que ce soit. Non, je suis désolé, ça ne se fera pas. On doit respecter la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Et surtout, ceux qui ont la prétention de gérer la République ont l'obligation d'observer scrupuleusement les lois. Mais entre nous, maître Guillaume Manjolo, ce n'est pas en notre défaveur. Nous connaissons ce qu'apportent les binationaux. Prenons le cas des léopards, qui font la fierté de la RDC aujourd'hui dans le domaine footballistique. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que cette exclusivité de la nationalité congolaise va à notre défaveur? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je suis un des théoriciens, sinon parmi les tout premiers, à pouvoir parler de ça. Dans ma nation, mon texte premier, dans ma nation, qui a été préfacé par mon mentor en philosophie, Jean-Pierre Nandrin, de l'Université de Saint-Louis à Bruxelles, j'ai parlé de ça. Dans l'homme et la structure, j'ai parlé de ça. J'ai dit que ce n'est pas nécessaire qu'on soit effrayé d'avoir plusieurs nationalités. J'ai proposé qu'on puisse avoir concurremment la nationalité congolaise et d'autres nationalités. Mais simplement, on doit privilégier la nôtre. Et alors, en ce moment-là, j'ai dit ceci, qu'il serait recommandé que chaque enfant disposant
du génome ou génétiquement congolais d'origine doit absolument, où qu'il soit, être congolais, être considéré comme congolais dès le départ, dès sa naissance, et qu'on lui donne son passeport congolais, et qu'il soit aussi soumis à certaines obligations, notamment de faire son service militaire en RDC, fille ou garçon. Et les autres nationalités sont les nationalités de facilité pour les mouvements, pour accéder à certaines informations au niveau étranger. Je suis ouvert à ça. Je milite pour ça. Mais malheureusement, mon cher Alain Boma, nous ne sommes pas encore là. Parce que ma lutte, j'avais proposé éventuellement que si jamais j'avais été, si mon mandat avait été reconnu par la CENI, que j'avais été à l'Assemblée nationale, j'allais militer jour et nuit pour qu'on fasse passer cette loi-là, qu'on sorte un peu de cette frayeur. Un grand pays n'a pas peur. Mais simplement, pour l'instant, la loi qui s'applique, ce n'est pas celle que je propose. Pour l'instant, la loi qui s'applique, c'est celle qui est dans nos textes, dans la Constitution, et celle à laquelle je fais référence, la loi organique sur la nationalité, c'est-à-dire celle du 12 novembre 2004. Simplement. Et celle-là ne permet pas, malheureusement. Mais curieusement, Maître Manjolo, dernièrement, il y a même nos joueurs des seniors A, des Léopards, ont même manqué une séance d'entraînement parce qu'ils devaient aller au ministère des Affaires étrangères récupérer leur passeport biométrique. Mais parmi ces joueurs, il y avait aussi des binationaux. Tout à fait. Mais comment aux binationaux on donne aussi un passeport congolais pendant que la nationalité est exclusive? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes ces facilités-là, notamment liées au moratoire, par rapport à certains besoins spéciaux et spécifiques. Ce n'est pas forcément bien. Mais il faut faire la part des choses entre vouloir gérer toute la République et être parti à un corps, notamment festif, notamment celui lié au sport. Ça n'a rien à voir. Qu'on ne mélange pas les choses. L'exemplarité est plus dure par rapport à ceux qui veulent briguer la magistrature suprême. Aller jouer au football et gérer la République, c'est deux choses différentes. Vous convenez quand même, vous conviendrez avec moi. Parce que quand on a les prétentions de pouvoir respecter les règles de la République, on ne doit pas commencer par les enfreindre au premier jour. C'est-à-dire, je veux être président de la République, mais je viens là barder des multinationalités. Attendez, ça pose un problème. Il y a quand même un minimum pour observer. Ne fût-ce que devenir comment. Parce que pour l'instant, malheureusement, les prétentions qui sont liées à pouvoir accéder à ces postes-là sont les prétentions strictement liées à la nationalité congolaise. Or, jouer au football, c'est tout à fait autre chose. Ici, il faut être congolais pour se proposer à aller compétir comme chef de l'État ou candidat chef de l'État. Donc c'est une obligation, c'est une obligation. On ne peut pas outrepasser cette obligation au motif qu'il y a une telle ou telle qui a fait ça. Non. Donc les conditions là sont sur papier en disant, messieurs, quand vous arrivez ici, parce que les jeunes gens qu'on fait venir qui ont d'autres nationalités, ils peuvent ne pas venir, ils peuvent refuser, ils disent on ne vient pas. C'est nous qui en avons besoin. Mais ici, il faut s'adresser au peuple congolais avec une identité précise, qui est celle... Même si la personne a du potentiel, il a un projet de société costaud, 100 milliards de dollars pour redémarrer l'économie du pays. Vous savez, il ne faut pas aller dans les farfelus. Là, c'est vraiment... je voulais même dire la bêtise absolue, mais on tend vers cette option-là. C'est quoi 100 milliards de dollars? Je vous donne une situation qui est la nôtre. L'espace Est, rien que l'espace Est, le potentiel de l'espace Est, selon les analystes sérieux, représente plus ou moins 24 000 milliards de dollars en termes de potentiel. D'accord? 24 000 milliards de dollars. Très bien. 100 milliards à l'échelle de 50 milliards, ça ne veut rien du tout. 24 000 milliards, ça ne veut rien dire du tout. Le cobalt aujourd'hui, les projections du cobalt qui soumet la RDC ou qui permet que la RDC puisse être dans ce qu'on appelle aujourd'hui la centralité. La centralité a été occupée par l'Arabie Saoudite avec son pétrole. Exact. Demain, c'est la RDC. Avec le cobalt. Avec le cobalt. C'est-à-dire que les parcs automobiles de la planète ne peuvent être opérationnels qu'avec notre cobalt d'ici 15-20 ans. Et par conséquent, nous sommes au centre du monde. Tout est tourné vers nous. L'argent va devoir déferler en RDC. Il suffit de mettre en place des conditions pour l'investissement. Donc on n'a pas besoin de 100 milliards. On a besoin de 1000 milliards de dollars. Parce que ces 1000 milliards de dollars vont servir notamment à organiser des centres de recherche appliquée fondamentale pour la transformation des matières premières ici. Que ce cobalt ne quitte pas la RDC dans sa forme actuelle. Été transformé. Ce sont là les projets. Ce sont là les vrais projets. 100 milliards, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste un chiffre. Ça fait peur à ceux qui ont peur, qui ne savent pas comment ça fonctionne.
lorsque le plan Marshall a été mis en mouvement par les Américains au profit des Européens, on a d'abord visé de toucher l'intelligence, c'est-à-dire remettre en place les mécanismes de transformation, surtout les centres de recherche appliquée et fondamentale, et côté sécurité. C'était ça. Donc, il ne faut pas nous amener des chiffres d'épicier. Ça, c'est un comportement des comptables des quartiers et des chiffres d'épicier. Je suis désolé de voir que des grandes intelligences entourent ces messieurs, mais ils ne sont pas en mesure de pouvoir approcher les choses de manière utile. Là, c'est juste des chiffres comme ça, 100 milliards. Ça veut dire quoi exactement? Apparemment, il vous faut peur à ce candidat président de la République. Je ne comprends pas ce que ça veut dire la peur dans ces cadres-là. On a eu un candidat très très bon, qui avait les profils très intéressants, qui s'appelait Jean-Pierre Bemba, qui avait à la fois un parcours intellectuel, ICHEC, famille, conseiller principal du maréchal, ainsi de suite et tout ça, et avec une stature réelle. Il n'a pas gagné l'élection, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, on a un candidat qui a un profil quelconque, qui correspond, pour l'essentiel, à l'activité festive, au football et tout ça, un peu comme Bernard Tapie à l'époque. Et ça fait de lui un candidat extraordinaire. Parce que si vous regardez très bien la configuration, c'est que les gens sont derrière, comme on est dans un pays fondamentalement folklorique. Vous avez de l'argent, tout le monde se soumet à votre autorité. Vous n'en avez pas, il vous quitte. Les règles ne sont pas appliquées. Les gens courent après lui par rapport à l'argent, ce n'est pas par rapport à autre chose. Parce que quand vous êtes un leader, il faut, comme disait Oswald Spengler, dans chaque activité, il faut que le leader puisse être un numéro un qui donne les options, les orientations. Mais lorsqu'un leader n'est pas en mesure de pouvoir donner le cap, lorsqu'un capitaine de navire n'est pas en mesure de dire quelle est la direction à suivre et qu'il doit écouter les autres et qu'on doit faire pour lui tout, ça pose un problème. Donc on est dans cette configuration-là. Il y a une confusion terrible entre les milliards qu'on peut posséder et la dimension au stade critique de la gestion de l'espace comme le nôtre. J'ai parlé ici de la centralité. Il faut prendre la mesure de la centralité. Ce pays est appelé chaque jour au morcellement par rapport à ce qui est prévu, qui avait été prévu par les autres. Nous avons été mis dans les frontières, dans l'État indépendant du Congo, en tant que marché international. C'est ça le principe. Ce n'était pas en tant que pays. Si nous avons hérité d'un pays, c'est parce qu'il y a eu les mains coupées. Il y a eu beaucoup d'atrocités commises en RDC, et c'est sur cette base-là, cette frayeur-là, cette situation-là particulière, que le monde entier a dit non, 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 on va maintenant faire un espace politique normal et conférer à ces gens-là les droits d'exister en tant que nation. C'est ça. Mais il reste toujours cette arrière-pensée dans leur grille de lecture, la nécessité de couper ce pays. C'est pour ça qu'à l'indépendance, on a commencé par découper. Ça n'a pas marché. Et à l'heure actuelle, il y a toujours cette prétention-là. Nous sommes le pays qui a la centralité depuis très longtemps, mais malheureusement, on ne tient pas compte de ça. Cette transition industrielle avec les caoutchoucs a permis que le monde puisse fonctionner à travers la RDC, d'où ça nous a coûté beaucoup de vies. L'arrêt de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, c'est avec l'uranium de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde informatique avec notre coltan et notre cobalt, qui participent à plus ou moins la production de 7 000 milliards de dollars par an dans la vente de produits informatiques, des portables, des téléphones et tout ça. Quelle est la part de la RDC là-dedans? Rien. Pour une seule fois que la RDC se rebiffe un peu, permettez les termes, de dire, oui mais chers amis tous dans le monde, vous bénéficiez de beaucoup trop. Sur 7 000 milliards de production, admettons qu'on puisse dire 1 000 milliards servent de la transformation et des études. Il reste quand même 6 000 milliards. Est-ce que la RDC ne peut pas avoir les fusqués? Un petit 500? Non. Rien. Vous n'avez droit à rien du tout. Alors vous avez comme ça une série de personnages, parce qu'ils ont un peu d'argent, ils vont mobiliser du vent et de la bêtise, ramener vers nous certaines personnalités pour dire, oui, ils vont nous donner de l'argent. 100 milliards de dollars, ça représente quoi? Rien du tout à l'échelle de notre pays. Rien du tout. Alors, rien du tout. Lorsque vous avez fait comme j'ai eu l'opportunité de le faire à côté du ministre Raymond Tshibanda, l'intégration régionale, qu'on a vu les milliards dont pouvait disposer la Chine, l'Inde, le Japon au soutien de nos activités, on ne peut pas regarder de ce côté-là. Parce que dans le cas de l'intégration du marché, toute l'Afrique a besoin de la RDC. Simplement, il nous appartient de pouvoir mettre en place des mécanismes d'assainissement
qui permettront aux investisseurs de commencer par la RDC comme étant les centres de l'étoile, après dispatcher à travers toute l'Afrique les produits venant de la RDC. Mais c'est à nous de faire cette politique-là. Donc on n'a pas besoin qu'on nous amène les milliards venus de nulle part et tout ça, ça ne veut rien dire. Mais M. Manjolo, il y a une opinion qui pense que vous êtes en train d'éliminer vos adversaires petit à petit. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi, demain, ce sera peut-être Vital Kamerhe. Vous chercherez aussi des poux sur sa tête. Pendant que vous, de la majorité, jusque-là, à 2 mois du dépôt de la candidature du président de la République, vous n'avez pas de candidat. Vous n'en savez rien. Ça, ce sont des prétentions, des allégations qui, au fait, pour sonder les âmes et les cœurs. Non, il n'y a pas à chercher des poux sur la tête de qui que ce soit, ça n'a rien à voir. Et il y a Jack London qui disait tout ce qui est en dessous de la vérité absolue est mensonge entre soi et soi. Lorsque on a vécu dans un monde insignifiant et qu'on était gonflé par l'insignifiance de ce monde-là, par les gens qui estimaient, parce qu'ils étaient dans la misère absolue, vous portez sur les typos, partant du principe que vous étiez le meilleur, et vous y avez cru vous-même que vous étiez le meilleur. Plus dur est la chute, n'est-ce pas? Je réitère mon propos en disant ceci. La loi sur la nationalité est excessivement exigeante lorsqu'il s'agit des prétentions d'accéder à la majesté suprême. On va décortiquer tout. Souvenez-vous aux États-Unis, Obama. Comment est-ce que Trump a fait les démarches pour vérifier s'il effectivement il était né sur les sols américains ou pas? Parce que c'est une condition. C'est une condition. Il faut naître sur les sols américains pour prétendre devenir le chef d'État aux États-Unis d'Amérique. C'est une condition. Il ne faut pas être simplement américain, mais il faut naître sur le sol. Alors en RDC, on vous dit il faut être congolais. À l'instant où vous déposez votre candidature, vous devez être congolais. Il s'avère que le cher monsieur auquel vous faites référence n'est plus congolais depuis 17 ans. Il va le devenir. Maintenant qu'il avait renoncé à sa nationalité italienne, on suppose maintenant qu'il est apatride. Non, je pense que... Parce que jusque-là, il n'est plus congolais. Non, je pense que les Italiens ont déclaré qu'effectivement, ils acceptaient la renonciation, mais les Italiens sont tenus aussi à faire en sorte qu'ils ne soient pas apatrides. Et par conséquent, tant qu'il n'a pas encore finalisé le processus d'accès ou des recouvrements de sa nationalité congolaise, il reste toujours italien. Jusqu'à preuve du contraire, il ne peut pas être apatride. C'est interdit par les Nations Unies. Il ne peut pas être apatride. Il a 2 nationalités l'une lui a été reconnue au départ en tant que Congolais. Il a perdu au profit de l'italienne. Maintenant, s'il doit perdre l'italienne, il faut que les Italiens puissent tenir compte, être vigilants qu'effectivement il va accéder à la nationalité congolaise. Encore à lui de faire la preuve qu'il est dans les démarches de pouvoir accéder à cette nationalité-là. Pour l'instant, il pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste, comme il est d'usage dans les pratiques en RDC, les gens qui ont été au sommet de certaines responsabilités, ils ont un passe-droit. J'ai dit ici sur votre plateau que la loi de 2008, en ce qui concerne les gouverneurs de province, a fait de ces gens-là des potentats. Ils croyaient être au-dessus de tout. J'ai vécu ça personnellement à Canada dernièrement, lorsqu'on était à la conférence sur la paix, la sécurité et la réconciliation. Un gouverneur qui s'est promené pire qu'un chef de l'État avec sa propre armée. Il venait d'une province voisine, il se promène avec sa propre armée. Il est au-dessus de toutes les règles. Ce sont les gens qui établissent les taxes quand ils veulent, comme ils l'entendent. On a donné trop de facilité à ces gens-là. Alors, même sortis de cette fonction-là, ils se croient toujours au-dessus de toutes les règles. Si vous, monsieur Mbom, vous vous trouvez dans cette situation-là, qui va vous regarder? Personne. Maintenant, on aura une batterie des juristes qui vont devoir tordre les droits parce que ce sont des gens qui perçoivent de l'argent de ces messieurs-là. Mais en même temps, il y a des choses mathématiquement indéfendables, même en droit. 1 + 1 = 2. Il faut une nationalité congolaise et unique lorsqu'on prétend être candidat chef de l'État. Lorsqu'on l'avait perdue, on doit la recouvrer par les mêmes mécanismes. C'est ça les respects de la loi pour quelqu'un qui a des prétentions de devenir chef de l'État. Ne vous comparez pas à d'autres citoyens. Vous êtes un citoyen à part parce que vous avez des prétentions à part. Ce n'est pas 80 millions de Congolais qui ont des prétentions de devenir chef de l'État. C'est un petit groupe. C'est pour ça que vous voyez que les candidatures ne dépassent jamais les 50. C'est toujours 20, 15, 12, 10. Monsieur Manjolo, entre un projet de société irréaliste, mais que son auteur
pense le réaliser, et un projet de société réaliste mais qu'on n'a pas réalisé. Vous préférez quoi? Bien, il y a deux éléments dans votre question. Je peux emballer ça dans une formule tout à fait qui serait lapidaire, mais je préfère pouvoir aller en détail. En 2006 et en 2011, il me semble qu'on a entendu parler de 5 chantiers et de la révolution de la modernité. Je vous mets au défi de me donner notre programme, de notre candidat. Aucun journaliste sur aucun plateau n'a été en mesure de me dire quels étaient les programmes des autres candidats. Aucun. Et les contenus des 5 chantiers est connu, les contenus de la révolution de la modernité est connu. Est-ce que ces programmes ont été au bout? Non. N'est-ce pas? Bon. Entre les gens qui proposent un programme et qui tentent de le mettre en œuvre en regard des conditions du terrain et qui arrivent quand même à obtenir certaines avancées et d'autres qui n'ont rien à proposer, tout simplement du vent. Quel est le programme aujourd'hui des... comment ça s'appelle encore? Ensemble quoi? Ensemble pour les changements. Oui, c'est quoi ces programmes? Ils portent sur quoi? Dans l'éducation, les centres de recherche fondamentale et appliquée, on dit quoi là-dessus? Dans l'intégration régionale, au sens premier du terme. Mais les 100 millions de dollars vont permettre à construire 100 milliards, à construire les écoles, les hôpitaux, non, à réhabiliter les routes, à construire même les routes que vous n'avez pas pu. Mais c'est que vous êtes en train de dire, n'importe quel abruti le dirait, ça n'a aucun intérêt. Ce qui s'est passé en RDC, c'est quoi? C'est que l'État n'existait plus. Joseph Kabila a mis en place l'État avec les institutions. C'est une avancée majeure. Si aujourd'hui on parle sur ces plateaux, c'est parce qu'on peut discuter sur le processus électoral qui a été instauré par Joseph Kabila, n'est-ce pas? C'est une avancée à l'échelle humaine et d'un pays énorme. Dans ce pays, on avait plus ou moins 250 000 fonctionnaires impayés. Certains 50 mois, 60 mois. Dans votre famille, vous devez avoir des gens qui ont fait 5-6 ans sans avoir été payés. Aujourd'hui, on a plus ou moins 1 million de fonctionnaires payés chaque mois. Avec un salaire modique. Vous savez, lorsque vous avez le salaire basique aujourd'hui autour de 120 $. Et les non-salaires, donc vous voulez comparer les non-salaires et les salaires. Vous regardez le nombre de supermarchés qu'il y a à Kinshasa aujourd'hui et partout dans toutes les cités. Comment ça se fait que les gens aujourd'hui ont un pouvoir d'achat? Avant, ils ne l'avaient pas. C'est parfait, c'est pas parfait. Mais ce supermarché-là n'est pas réservé à tout le monde. Non, non, ce que je suis en train de dire, que le pouvoir d'achat a été mesuré par 20, par 50 dans certains coins. Dans certains coins. Oui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas encore ça qu'il faut, mais c'est un début. Parce que pour construire un pays, vous avez besoin des fondations et des fondamentaux. Pendant 10 ans, les chefs de l'État et ses gouvernements se sont attelés à pouvoir construire ces fondamentaux. Et ça n'est pas évident. Et quand vous voyez les performances de la RDC par rapport aux autres pays africains, vous voyez que nous sommes toujours au-dessus. On a parlé des réserves. Regardez les réserves actuelles. Pourquoi vous ne posez pas cette question sur les réserves à la Banque centrale? La fois passée, vous m'avez posé cette question-là. Aujourd'hui, vous êtes mal à l'aise pour me la poser. Lorsqu'on passe à plus d'1 milliard, vous ne dites rien. Quand on était à 50 millions, 100 millions, vous en parliez. Mais il faut en parler, qu'il y a des performances à ce niveau-là. Mais j'y reviens encore. L'armée congolaise n'a jamais dépassé le seuil des 30 000 hommes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 150 000 hommes. Et quel est le pays de l'Afrique centrale qui a connu la situation que nous avons connue ici, avec une partition en 3 mouvements militaires, avec énormément de morts, on parle de plus ou moins 6 millions de morts, et qui s'est reconstruit aussi rapidement, tout en atteignant une crédibilité internationale, appelant qu'on amène des fonds ici sur place. C'est parfait? Non, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parfait. Heureusement que vous le... Mais je ne cesse de le dire, c'est-à-dire que la probité intellectuelle nous invite à chaque fois à dire la vérité, parce que ça nous rattrape. Ça n'a pas été parfait parce qu'il n'y avait pas de volonté politique? Non. Lorsque vous êtes dans une situation telle qu'on doit, au fait, se mettre ensemble, amalgamer les gens qui ne peuvent pas s'amalgamer d'une manière ou d'une autre, et que les chefs vous disent la corruption atteint des niveaux impossibles et qu'il érige un conseiller spécial contre la corruption, ça pose un problème. Lorsque le chef à un moment donné dit mais je suis tellement mal entouré que je ne sais pas avancer dans ce que j'ai envie de pouvoir. Raison pour laquelle vous tenez à tout prix, vous de la majorité, à avoir l'impérium. L'ULDC est dans quel regroupement? ABCE, Alliance des bâtisseurs pour avec un Congo émergent. Avec non, pas avec CCU. Nous sommes avec Kinka Mulumba, nous ne sommes pas avec CCU. CCU est allié, on n'est pas ensemble avec CCU. Nous sommes avec Atanas Matenda, avec Bayende, avec Mbosso, avec Kinka Mulumba, avec un certain nombre d'acteurs. L'ancien ministre Kuzunda, nous sommes une vingtaine de partis politiques.
Et déjà prêt pour les élections. Mais attendez, nous sommes 20 partis politiques. Je pense même que nous devons être les groupes les plus importants en termes des rapprochements des partis politiques individuellement. Au-delà des autres structures comme les PPRD et alliés, ou CCU alliés, ou FDC alliés. En tout cas, l'ABCE, avec les Guidas Pembe, donc pour ne citer que ceux-là, parce que je n'ai pas tout ça en mémoire, et les Baka Fonsenda Mutombo, sont là, les Darwezi. Voilà, donc je vous cite comme ça au passage. Nous couvrons l'essentiel de la République, c'est-à-dire la partie Est est couverte. Atanas Matenda, j'ai cité, me semble-t-il, Boulambo, j'ai cité. Donc, la partie Est, la partie Centre, avec Ramoche Banda lui-même au niveau de la partie Centre, la partie Ouest, Bandundu, tout ça, avec Kinké et les autres, tout ça, la partie Nord de l'espace, d'abord Bandundu, avec les Guidas Pembe, Équateur avec les Baende, dans la partie de Congo central avec Mukoko Samba. Donc, c'est un groupe très solide, avec des gens qui ont pour ancrage la loyauté au chef et la discipline et l'absence des conflits. Entre eux d'abord, autour du chef, en respectant les règles qui nous ont été édictées, de dire que nous serons derrière un seul candidat. Le candidat du PALU. Parce que le PALU a demandé à la majorité présidentielle dans laquelle vous faites partie de soutenir son candidat. Vous êtes prêt aujourd'hui à soutenir le candidat du PALU? Non, mais écoutez, il faut regarder. En l'occurrence, Antoine Gizenga. Il faut regarder ce qui est regardable. Antoine Gizenga a été sorti 3e, n'est-ce pas? En 2006. Par respect pour la Convention, on lui a donné les postes qu'on devait lui donner. Exact. Ça continue jusqu'en 2011, n'est-ce pas? Il faut quand même peser les choses dans leur juste valeur. Le PALU a fait un bon travail en 2006. Il avait plus ou moins autour de 37 députés. 34 exactement. 34. Quelle était sa situation en 2011? La moitié. 17. 17. Vous voyez? Bon, maintenant, lorsqu'on a géré, qu'on ait un parti qui est fondamentalement lié à un coin du territoire, c'est très difficile parce qu'on a tenté de satisfaire les siens pendant cette période-là. Et que l'envergure nationale qu'on peut prétendre n'est plus opérationnelle. Ce qui fait que ça a réduit les potentiels du PALU. Bon, maintenant, avec ces potentiels-là, vous ne pouvez pas dire, voilà, j'apporte 10%, vous m'apportez 90%, et moi je prends les sièges. Ce n'est pas opérationnel. C'est-à-dire qu'intellectuellement, ce n'est pas opérationnel. C'est-à-dire nous allons faire des efforts sur les territoires, sur l'ensemble du territoire, nous allons apporter 90% des voix à donner au PALU. Bon, maintenant, nous sommes des soldats liés à la discipline et de l'autorité morale de la majorité. S'il nous dit que ça sera le PALU, ben écoutez, on verra en ce moment-là. Mais je ne pense pas que ce soit juste de proposer les PALU alors que sa portion... Vous même l'apport du PALU en 2006, en 2011, non, on parce que les candidats PALU ont battu campagne pour le chef de l'État dans le Kwilu, dans le Bandundu. Mais oui, mais vous êtes en train de le dire, dans les Kwilu, il n'était pas seul à battre campagne pour lui. C'est-à-dire que les Kwilu représentent une portion de la RDC. À l'échelle de la RDC, ça ferait plus ou moins peut-être 5%. 5%. Sur les 100%, ça ferait 5%. Donc, vous partez du principe que ailleurs, on n'a pas battu campagne pour le chef de l'État. Au Kassai, on a battu campagne pour le chef de l'État. À l'Équateur, on a battu. Dans la partie Est, on l'a fait. Donc, chacun, ou chaque personne, chaque entité, il y en a en plus qui n'ont bénéficié de rien du tout, qui sont frustrés aujourd'hui, qui ont battu campagne, qui ont obtenu beaucoup de voix pour le chef de l'État, mais qui n'ont rien eu en termes de poste. Mais les PALU a eu des ministères, des vice-primatures non-stop, et des grands ministères non-stop. C'est quand même la récompense de ces soutiens-là. Bon, maintenant, si dans la Convention, il était prévu qu'on puisse supporter leur candidat, mais il faut absolument qu'on puisse regarder aussi les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, vous étiez Maradona, très puissant, vous alliez très vite. Aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas en mesure de monter sur le terrain, vous ne montez pas sur le terrain. Au motif, vous êtes Maradona. Vous y étiez capable, il y a plus ou moins une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous n'avez plus la capacité. Là, vous faites allusion à Patriarche Gizenga. Le Patriarche Gizenga a fait une déclaration en quittant la primature, que l'âge ne permettait plus à pouvoir continuer à gérer la République. C'est sa déclaration. Alors, je ne vois pas dans quelle mesure il fait faire une contre-déclaration disant le contraire aujourd'hui. C'est quasiment impossible. Connaissant sa justesse d'esprit, sa sagesse, son intérêt majeur, ce n'est pas tant les individus, c'est la nation, c'est l'État.
Et par conséquent, je pense qu'il ira dans les sens des intérêts majeurs de la République et non dans les sens de faire plaisir à un individu à un autre. Je vois déjà où va votre option, mais ce n'est pas opérationnel, malheureusement. Parce qu'il aurait fallu qu'on soit unis depuis le départ jusqu'à la fin. Or, les gens auxquels vous pouvez penser à l'heure actuelle ont été ceux qui ont combattu la majorité depuis le départ, tout en bénéficiant des facilités de notre famille politique. Ils ont bénéficié des ministères, mais tout en critiquant non-stop. J'aurais souhaité qu'ils nous proposent des lois, notamment sur la nationalité, parce qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Ils n'ont rien proposé. C'est là aussi la forfaiture en ce quand il critique l'action du gouvernement, quand même qu'il est, il dit tout haut ce qu'ils se disent tout bas à la majorité présidentielle, là vous le savez. Non, mais je pense que lorsqu'on Adolphe Mouzito. Lorsqu'on est à l'Assemblée... Avec ses tribunes. Oui. C'est scientifique, non? Non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est pas comme ça. Lorsqu'on est à l'Assemblée nationale, qu'on a été élu député, son travail c'est de produire des lois. N'est-ce pas? C'est ça. J'aurais souhaité que vous me disiez, voilà les lois qui ont été proposées par ces chers messieurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans le domaine économique, qui est son domaine de prédilection, on aurait voulu voir des lois particulières. Dans la confection, la bonne confection de la TVA, par exemple, la loi de ces messieurs-là sur la bonne confection de la TVA. Personne n'allait contraindre, on allait accepter parce que nous sommes alliés et par conséquent on allait voter pour cette loi-là parce que ça allait favoriser la mobilisation plus aboutie des recettes et tout ça. Ça n'a pas été le cas. Alors la critique par tribune, ce n'est pas une fonction parlementaire. Donc, au cas où la majorité présidentielle acceptait de soutenir un candidat Palou, vous allez le faire... vous allez le faire difficilement, non? C'est ce que vous venez de dire. Non, ça serait compliqué. Je ne sais pas comment est-ce que... Vous ne ferez que répondre ou accepter non. Moi, le dictat de l'autorité morale. Je tiens à la justesse de l'esprit et à la sagesse du patriarche Gizenga. Bon. Et le texte qui a été publié, qui a été confectionné et publié, ne correspond pas à son état, à lui. Donc il n'est pas lucide. Non. Il est très lucide. S'il n'était pas lucide, il ne va pas défenestrer 2-3 gars rapidement là. Il l'a fait. Donc il est lucide. La convention qui s'est passée entre les deux grandes personnalités, donc lui et le chef de l'État, c'est une convention entre deux parties, deux personnes. Donc libre à eux de nous indiquer la voie à suivre dans le futur. Mais en même temps, en tant que conseiller, on peut dire, voilà, écoutez, regardez quand même la configuration actuelle. Les enjeux sont colossaux. La RDC on a besoin de quelqu'un de dynamique à la magistrature. Exactement. On a besoin de la compréhension de la sécurité dans ce périmètre dans lequel nous vivons. On a besoin d'une perspective liée à notre coltan et au déferlement ici des gens étranges pour les dépaissements de la RDC. Raison donc, pour laquelle je me permets à vous demander de faire ce petit exercice. On a besoin de quelqu'un de costaud, de coriace. À la majorité présidentielle, vous voyez qui? Oh, il y a un paquet de gens. Il y a un paquet de gens. Vous savez, il y a des critères qu'il faut devoir absolument observer. Quelqu'un qui a la passion pour la RDC. Passion pour la RDC. Quelqu'un qui a la technicité, la compréhension des enjeux internationaux. Quelqu'un qui a la compréhension exacte de l'intégration sécuritaire et du marché. Nous sommes dans la perspective de la zone de libre-échange continentale et tout ça. Donc il faut avoir toute cette... Quelqu'un qui comprend qu'effectivement, la centralité de la RDC, c'est maintenant. Avec le combat. Oui, là on est dans des termes tout à fait, des concepts tout à fait nouveaux que vous n'entendrez pas ailleurs. Bon, peut-être que les gens, par émulation, vont reprendre ça pour pouvoir construire là-dessus. C'est très bien, c'est pas un problème. C'est ce qu'on a besoin. Et quelqu'un dont on sait que jamais il ne trahira la RDC. Il est prêt à pouvoir, au prix du sang, pour ne pas trahir la RDC. Parce que les propositions sont celles notamment de découper la RDC pour mieux gérer. Et on les fait tout le temps. Nicolas Sarkozy l'a fait devant vous ici en vous disant, vous avez trop de richesses, il faudrait les partager avec les autres et tout ça. De la même façon qu'on a découpé les Soudans du Sud devant nous. De la même façon qu'on a défenestré Kadhafi pour pouvoir détruire son pays. De la même façon qu'il n'existe plus la Somalie. Donc toutes ces choses-là peuvent survenir en RDC. Il faut quelqu'un qui soit les remparts contre toutes ces velléités de démolition de ce que nous sommes, de notre identité nationale, des descendants des mains coupées, qui ont le malheur et le bonheur d'avoir tellement trop pour la plupart des gens.
Et qui remplit ces critères selon vous? Et ça vous, et moi je viens de vous donner maintenant quelques éléments. Vous savez que dans la majorité, vous avez des gens qui ont eu des formations très très solides. À l'époque, on formait encore des gens bien en RDC et à l'étranger, qui sont revenus avec des formations très abouties dans tout le domaine. Il y a des médecins très aboutis, il y a des philosophes, il y a des fédérations internationales qui ont occupé des postes stratégiques de la République. Il y a un paquet de gens. La crainte, c'est quoi? Une fois le dauphin est connu, il y a dislocation sans la majorité. Non, là on verra, c'est une question... Raymond Chibanda ne sera pas content de voir Minakou, par exemple, le dauphin, ou Bahati Lukwebo. Malheureusement, Raymond Chibanda n'a pas cette obédience-là. C'est quelqu'un qui se soumet à la discipline de ce qui fait, ce que propose l'autorité morale. Nous avions, dans les Kasaï centrales, l'opportunité de gérer la province. Moi, je devais gérer la province. Exact. Ah, vous êtes au courant? Je suis au courant. Bon. Et il me semble même que quelque part, c'était le vœu du chef de l'État. Bon. Mais nos amis nous ont dit que non, par rapport à la situation, nous avons la majorité sur place et tout ça, permettez qu'on puisse gérer, on verra avec vous comment est-ce que vous serez éventuellement récompensé autrement. Ils ont pris la province. Bon, on avait un poste de vice-président de l'Assemblée provinciale. Et mon député provincial est décédé. On a perdu ce poste. Est-ce que vous m'avez entendu faire déclaration tonitruante? Non. On n'est pas là-dedans. Nous sommes des chrétiens. Nous partons du principe que ce qui ne nous revient pas, c'est la volonté de Dieu. Ce qui nous revient, c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Et c'est la volonté de Dieu aussi qu'on puisse conclure maintenant. Vous avez un dernier mot, Monsieur Manjolo? Un dernier mot, c'est la clairvoyance que j'appelle de tous les Congolais. Qu'on fasse la part des choses entre nos situations individuelles, les frustrations qu'on peut vivre et la tendance à pouvoir penser qu'effectivement, en jouant avec la RDC, on va la faire gagner. Nous sommes un très grand pays et les prédateurs sont à nos portes sans cesse. Ce qui est visé aujourd'hui, c'est le morcellement de la RDC. Et nous ne pouvons pas les permettre au nom des mains coupées, du sang qui a coulé ici. 12,5 millions de Congolais ont été massacrés pour le caoutchouc. Plus ou moins 6 millions à travers les guerres est, mais on sait très bien que c'est pour le coltan et les matières premières de la partie est. Demain, ça sera peut-être la moitié de la population pour la partition et permettre à ce que ces gens-là existent. Parce que quand vous avez les potentiels comme les cobalt qui représentent le pétrole de demain, vous devez vous attendre à beaucoup de difficultés. On n'est pas dans l'aventure. Il y a nécessité d'une conciliation, d'approche, de sorte à ce que ces pays existent toujours. Je voulais profiter de l'occasion, comme c'est le mois de la femme, rendre hommage à une dame, Koulon Astrid, ma mère, que j'ai perdue il y a une semaine, qui m'a tout donné. Et qui a fait qu'après la mort de mon père, elle a soutenu toute ma formation universitaire et le reste au niveau européen. Elle a tout payé, elle a tout financé. Et je souffre encore. Je sais que Dieu a décidé. Mes condoléances. Merci infiniment. Dieu a décidé de la rappeler. Et je viens de faire son enterrement samedi dernier à Kananga. Et que son âme repose en paix. Paix à son âme. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le dernier numéro du mois de mars, mois dédié à la femme. Exceptionnellement, j'ai dédié cette émission à ma chère épouse, Thérésia Ngoudialak, ainsi qu'à ma fille, Alizia Dizolé Mboma. Au revoir.